Bonjour, bienvenue au 38e Topcom euh, Corporate Business. Vous savez qu'à chaque Topcom, nous avons pour habitude de demander à Kantar Public, ex-TNS Sofres, de nous proposer une petite réflexion autour d'un sujet d'actualité. Emmanuel Rivière, qui est directeur général France de Kantar Public, va nous parler du thème suivant. Les sondages d'opinion peuvent-ils se tromper sans nous tromper? Alors, vous voyez, on est en plein dans l'actualité. Et donc, cette réflexion qu'on enregistre maintenant va être disponible sur le site topcom.fr dès le début du Topcom. Voilà, bonjour Emmanuel. Bonjour. À toi de nous dire comment les sondages peuvent nous tromper sans se tromper. Merci déjà de me donner l'occasion d'évoquer ce qui agite beaucoup la profession, et assez légitimement, et pas que la profession d'ailleurs, parce qu'autour des sondages, il y a tout l'écosystème des enquêtes électorales, les médias qui les reprennent, et les candidats qui les commentent, et accessoirement les électeurs qui, quoi qu'ils en disent, en tiennent compte. Et c'est ce qui nous donne une responsabilité d'être au moins réflexif sur ce qui s'est passé jusqu'à présent. Et on cite habituellement l'élection de Donald Trump, le Brexit et les primaires de droite comme de gauche comme étant des éléments d'interrogation. Et de fait, il faut qu'on se pose des questions, et on se pose des questions et on interroge en premier lieu, et c'est notre première responsabilité, nos méthodes pour essayer de comprendre pourquoi, comment mieux cerner certaines populations ou mieux cerner certaines attitudes. Et quand on regarde ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est vrai qu'il y a des populations dont on peut se demander s'ils sont bien présentes dans les panels interrogés par Internet ou même interrogés par téléphone. On a beaucoup parlé de ces classes moyennes inférieures ou classes défavorisées de la Rust Belt, tous ces États post-industriels du Nord américain, qui ont été le lieu des plus gros décalages entre les sondages et le vote. Est-ce que ce sont des populations qui sont bien représentées dans nos échantillons? Mais il y a aussi des attitudes qui peuvent être piégeuses ou trompeuses, et notamment la déclaration de participation. Et on a beaucoup commenté cet électorat Trump un peu insaisissable. On a assez peu commenté un autre facteur qui a pu tromper les sondeurs, qui est cet électorat modéré, démocrate en l'occurrence, qui affirmait qu'ils allaient voter, qu'ils allaient participer au vote, et qui en fait ne l'ont probablement pas fait parce que Clinton leur plaisait moins qu'Obama, et c'est le cas également de l'électorat des minorités. Et lorsqu'on fait des tests en parallèle, ce que nous avons fait depuis les primaires, qui nous ont un petit peu déstabilisés pour les mêmes raisons, parce qu'il s'agissait avant tout, avant de demander aux gens pour qui ils allaient voter, de savoir qui allait voter, on a regardé ce que donnaient les sondages par Internet, les sondages par téléphone, les sondages en face à face. Et c'est là qu'il nous appartient à nous d'apporter une première réponse, qui est de savoir comment mieux construire, mieux maîtriser nos échantillons pour cerner les bons électorats et les bonnes attitudes. Maintenant, il y a une leçon qui est une leçon collective, qui est aussi la manière dont on regarde les sondages. Parce que, et là l'exemple du Brexit, je crois, est assez parlant, il faut aussi arriver à une forme de maturité collective sur les sondages. Sur les Brexit, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les instituts qui ont travaillé ont à un moment donné le Leave, le choix de sortir de l'Union européenne, en tête. Et jusque dans les tout derniers jours. Il y a eu un moment, une inflexion que tout le monde voulait voir venir avec l'assassinat de Jo Cox, la députée démocrate, mais il y a eu après une sorte de ressac avec le Leave en tête. Et dans les 48 dernières heures, il y a eu 5 sondages publiés, 2 ont donné le Leave en tête, dont celui, je ne peux pas résister au plaisir de le mentionner, de TNS BMRV, qui est devenu maintenant Kantar Public UK, et un autre. Et on a regardé que ceux qui disaient le Remain va l'emporter, parce qu'on avait envie de voir ça. Il y a aussi une manière de regarder les sondages où on cherche à se rassurer sur le scénario qu'on juge souhaitable, et du coup qu'on va juger plus probable, parce qu'il y a des sondages qui le disent, et qu'on va se rassurer autour de ça. Donc je crois qu'il y a une incertitude qui est le fait de la période électorale que nous vivons, et c'est pour ça que d'une certaine manière ça ne s'applique pas à toutes les enquêtes, et notamment celles que nous faisons pour les marques. Chacun ressent bien d'ailleurs qu'on est dans un moment électoral particulier, où les repères des partis politiques, où l'adhésion aux leaders politiques n'est plus du tout au niveau où elle était, où cette incertitude, il faut qu'on en tienne compte, et il faut qu'on en rende compte. Et c'est pour ça qu'une partie de nos travaux
a consisté à multiplier les indicateurs. Pas simplement la question pour qui allez-vous voter, mais pour qui pourriez-vous voter. Et donc on a des potentiels électoraux que l'on mesure en regardant pour chaque candidat finalement tous ceux qui pourraient voter pour lui, ce qui nous a permis de remarquer par exemple que Benoît Hamon, même quand il était très à la traîne par rapport à Manuel Valls, par rapport à Arnaud Montebourg, avait le même potentiel que chacun de ces deux-là, et donc c'était à tort qu'on le considérait comme un candidat de troisième zone. Si on avait regardé le même indicateur pour François Fillon, on aurait été moins surpris dans ces primaires. Il y a un certain nombre d'autres indicateurs, et notamment celui de l'incertitude. Le nombre de gens qui aujourd'hui nous disent « Ah ben, finalement, je ferais plutôt pour lui si là maintenant vous me demandez, mais franchement je peux changer d'avis ». Ça, il faut qu'on en rende mieux compte pour rendre aussi plus sage par rapport aux sondages. Si on commençait par ne plus considérer les sondages qu'on fait 1 mois, 2 mois, même 3 semaines avant un vote comme un pronostic, je pense que beaucoup de choses se passeraient mieux. Puis il y a une troisième réponse que nous voulons apporter à Kantar, qui consiste à aller regarder ailleurs. Et regarder ailleurs, c'est utiliser cette masse de données qui nous est fournie par le monde connecté et qui s'est avérée, dans le cas des primaires, de gauche comme de droite, finalement efficace et réactive pour mesurer quelle était, au-delà du potentiel, la dynamique et en faveur de qui elle se mettait en œuvre. Et quand on regardait notamment la capacité de François Fillon sur Facebook à générer de l'engagement, avec un indicateur d'engagement qu'on a construit à cette fin et qui montrait qu'il était nettement plus performant sur ce support que ses principaux concurrents. On avait un indicateur avancé qui était très réactif et c'était ce dont on avait besoin finalement dans une primaire où on connaît la volatilité, c'était qu'il a la possibilité de voir avant les sondages ce qui était en train de se passer. Mais quand nous disons que nous voulons regarder les réseaux sociaux, nous le faisons avec la manière dont on a toujours travaillé, c'est-à-dire en étant extrêmement méthodique, en ne considérant pas simplement le fait d'avoir beaucoup de followers sur Twitter ou d'être beaucoup mentionné sur Twitter comme les bons indicateurs. Si on le faisait, on aurait pu dire Nicolas Sarkozy l'emporte haut la main, sauf que quand on regarde dans le détail, la moitié des tweets générés sur Nicolas Sarkozy, c'était soit quasi insultant, soit au moins très ironique. En revanche, il y a d'autres indicateurs qui montrent de l'engagement et de la capacité à susciter des réactions positives, et c'était le cas de François Fillon, notamment sur Facebook. Là encore, il faut être très très prudent, c'est pour ça qu'il faut le faire de manière méthodique, parce qu'on sait très bien que faire générer du like ou du share, il suffit d'être un peu outillé, qu'il y a des robots qui peuvent faire ça, et même des sociétés qui proposent ça comme prestation. Donc nous appliquons nos vieilles méthodes qui consistent à trier le bon grain de livret, à regarder ce qui se passe véritablement, et en faisant ça, avec des bons indicateurs, on arrivait à voir que sur François Fillon, il y avait cette suprématie, sur Benoît Hamon aussi. Finalement, un post de Benoît Hamon sur Facebook, selon nos indicateurs, générait 2 fois plus d'engagement qu'un post de Manuel Valls et 1,5 fois plus qu'un post d'Arnaud Montebourg. Et c'est ça, je crois, la bonne réponse qu'il faut que nous, sondeurs, nous sachions apporter dans ce moment qui est un petit peu un moment de crise des sondages. C'est de continuer avec nos outils traditionnels, parce que rien ne remplacera l'échantillon représentatif pour dire quelle est la part de voix, mais qu'on puisse y accoler cette autre opportunité qui nous est offerte. Il se trouve que le monde digital, c'est à la fois un défi, parce qu'évidemment, ça rend une plus grande fluidité, plus active, et notamment sur cette espèce de fragmentation de l'espace électoral, qui peut s'appliquer, je crois d'ailleurs, d'une certaine manière aux enjeux des marques. Mais en se dotant de ces moyens-là et de ces outils-là pour aller regarder ce qui se passe à côté de nos instruments traditionnels et alerter sur les dynamiques là où elles se produisent, leur ampleur et les saisir en temps réel, je crois qu'on a notre troisième réponse qui est d'apprendre à regarder non seulement les sondages autrement, de regarder mieux nos méthodes, mais de regarder ailleurs pour voir ce qui s'y passe et d'être mieux à même de saisir tout ce qui se passe. Merci beaucoup Emmanuel. Espérons que les pronostics qui sont actuellement avancés par les sondeurs nous créeront encore des surprises. Encore une fois, ce ne sont pas des pronostics, ce sont des outils d'analyse de ce qui se passe au moment où ça se passe. Très bien, merci Emmanuel et bon démarrage du Topcom.